Donc, je vais commencer par vous dire quelques mots sur qui je suis et sur ce qu'est l'Institut Paris Région, rapidement. Donc, moi, je dirige le département Urbanisme, Aménagement, Territoire de l'Institut Paris Région, qui est en fait une structure qui a été créée il y a 60 ans par l'État, quand, en gros, la région parisienne se développait de façon considérée comme un peu anarchique, et qu'il fallait créer les villes nouvelles, donc 50 ans en Yvelines, Marne-la-Vallée, etc., Cergy-Pontoise. Et donc nous, historiquement, on a beaucoup travaillé sur ces grandes questions d'aménagement du territoire. Aujourd'hui, on est une association, on est subventionné aux 3/4 par la région Île-de-France, mais on a aussi beaucoup de territoires de toute la région pour qui on travaille, et d'autres partenaires publics. Et on travaille aussi bien sur des questions d'urbanisme que de développement économique, de biodiversité, de mobilité, enfin un peu tous les sujets qui font les territoires, aussi sur les questions de démographie, d'habitat, plein de sujets. Voilà. Pour entrer dans le vif du sujet, la question de l'urbanisme transitoire, pour vous dire très vite ce que c'est en 2 mots, puisque peut-être que certains d'entre vous ne savent pas, parce que c'est quelque chose de relativement nouveau. On va dire que ce sont des occupations de friches ou de bâtiments vacants le temps qu'un projet soit décidé. Mais ça n'est pas un squat parce qu'en fait, aujourd'hui, ça se fait de plus en plus avec des conventions d'occupation temporaire, donc des outils légaux. Juste pour vous dire que nous, on travaille sur ce sujet depuis 2016, donc il y a aussi des ressources plutôt en ligne, mais aussi un peu en papier, qui sont disponibles sur le site, ou si ça vous intéresse beaucoup, après, vous pouvez toujours m'envoyer un mail et je peux vous transmettre des documents. Alors, avant de rentrer dans vraiment le vif du sujet, je vais juste parler un tout petit peu d'urbanisme pour vous dire comment traditionnellement on fait la ville, c'est-à-dire de façon un peu, on va dire, schématique. Quand on veut influencer la construction d'une ville, la façon dont elle se développe, la façon dont elle se construit, on a plusieurs outils à disposition. Un outil qui est un peu connu, c'est les plans locaux d'urbanisme. Avant, ça s'appelait des POS. En fait, ce sont des règlements urbains pour dire ça doit faire telle hauteur, avoir un retrait de tant de mètres de la rue, de tant de mètres de la parcelle, etc. On va réserver tel espace pour faire une salle culturelle, tel autre espace pour faire une piscine. On va mettre une nouvelle rue dans ce quartier parce qu'il faut le desservir, etc. Donc c'est ce qu'on appelle des règlements. La deuxième grande façon de faire de l'urbanisme, de construire la ville, c'est de faire des grands projets. Donc on va avoir des grandes friches, souvent, alors en Île-de-France, ce qu'on a beaucoup, notamment dans le Val-de-Marne et en Seine-Saint-Denis, c'est des anciennes usines, des anciens sites industriels qui sont transformés et qui parfois sont des très grands sites. Et là, en fait, on fait des projets d'ensemble. Souvent, on appelle ça des ZAC, donc des zones d'activité, d'aménagement concerté, où en fait il y a une implication publique beaucoup plus forte. Ce n'est pas du privé qui est contraint par du règlement, c'est du public qui fait des projets d'ensemble. Voilà. Donc ça, c'est les 2 grandes façons de faire l'urbanisme, on va dire, les règlements et le grand projet. Depuis une dizaine d'années, un peu plus, il y a 2 nouvelles façons, on va dire, de faire de l'urbanisme, de faire du projet. Il y a ce qu'on appelle l'urbanisme négocié, où en fait, on a, j'ai mis l'exemple des bassins à flot à Bordeaux, je viens de Bordeaux à la base, et par exemple, où il y a eu des discussions, alors ce ne sont pas des tractations, mais ce sont des discussions ouvertes, constructives, entre promoteurs, aménageurs, collectivités locales. Donc on est plutôt dans trouver des compromis pour faire la ville avec en partie du règlement, en partie de l'intervention publique. Et l'urbanisme transitoire, qui se développe depuis une grosse dizaine d'années aujourd'hui, c'est un peu le pied dans la porte d'un urbanisme alternatif dans tout ça, puisque c'est justement le temps de décider ce qu'on va faire d'un site, plutôt que mettre un gardien avec un chien qui va coûter 15 000 € par mois, puisque c'est ça que ça coûte au total, une entreprise de gardiennage, puisqu'il faut qu'elle soit là 24 heures sur 24, plutôt que murer des bâtiments avec des portes métalliques et empêcher que ces espaces soient utilisés par des gens qui en ont besoin, surtout en Île-de-France où évidemment le foncier et l'immobilier coûtent très cher, donc c'est assez difficile pour plein de gens d'avoir accès à des espaces abordables. Eh bien l'urbanisme transitoire dit nous on va investir ces sites en accord avec les propriétaires, en accord avec les collectivités locales, pour y rester 1 an, 2 ans, 3 ans, dans le cadre d'un contrat, d'une convention d'occupation temporaire. Et dans l'idéal, ça pourra venir
informer, nourrir ce que sera le projet final. Donc, après, je vais vous montrer des exemples de projets, bon, notamment les grands voisins dont on parlait juste avant que ça commence, dans le 14e. Moi, je vais beaucoup vous parler d'Île-de-France, hein, évidemment, puisque c'est mon terrain de travail avant tout. C'est un phénomène qu'on retrouve en France également, dans d'autres grandes villes, comme à Lyon, Bordeaux, Lille, Nantes ou encore Marseille. Alors, voilà, ici, c'est un peu la définition, on va dire, officielle que nous, on a choisi de donner à ce phénomène émergent à l'Institut. Donc voilà, l'urbanisme transitoire englobe toutes les initiatives qui visent, sur des terrains ou des bâtiments inoccupés, à réactiver la vie locale de façon provisoire, lorsque, on ne sait pas, voilà, l'usage du site n'est pas terminé ou que le projet urbain ou immobilier tarde à se réaliser. Vous avez peut-être vu sur votre territoire, parfois, on a aussi des blocages sur des sites où un promoteur va décider de faire un projet, mais opposition citoyenne ou déconvenue, ou alors on a une vente qui se fait pas, ou voilà, il peut y avoir des freins aussi au développement des projets qui font qu'il y a des moments où il se passe rien, et là c'est le moment parfois, eh bien, d'occuper ces sites et d'imaginer des usages qu'on n'imagine pas forcément. Alors pourquoi heureusement que l'écran est grand, parce que ce schéma est un peu touffu. Mais l'idée, c'était de dire que, en fait, l'urbanisme transitoire, comme il s'installe un peu sur une énergie qui est très particulière, c'est l'énergie du court terme, même si ça dure 1 an ou 2, on sait que ça va s'arrêter. Et puis, ça se positionne sur, OK, on va répondre à des besoins sociaux insatisfaits. Typiquement, des petites entreprises qui se créent, elles n'ont pas les moyens de se trouver des locaux d'activité. Donc on va être sur des enjeux entrepreneuriaux économiques en bas, par exemple. On va avoir, ça par exemple, ça va être des petits, des espaces comme, au Grand Voisin par exemple, il y avait des sortes de bureaux, enfin d'espaces de bureaux ou de production. Il y a eu à la fois, voilà, des gens qui sont lancés dans des activités créatives, mais aussi un boulanger, une chocolatière, enfin ça peut être aussi bien productif que, on va dire, créatif ou intellectuel. On a cet enjeu-là, et puis bon, il y a aussi évidemment les artistes. On sait que l'accès à des espaces de création, de diffusion, des salles de concert, enfin alternatives ou quoi, c'est assez compliqué. Donc du coup, il y a aussi un certain nombre de lieux qui sont axés sur le côté culturel. Tout ça se mélange aussi à quelque chose de social. C'est pas, voilà, souvent ce sont des lieux qui mélangent plein d'usages, donc on les appelle un peu tiers-lieux parfois. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette notion, mais en fait, ça va être des lieux où, plutôt que de dire, OK, là c'est la maison culturelle, là c'est la piscine, là c'est truc, tout le monde est séparé parce que c'est plus pratique à gérer, on va un peu plus mélanger les choses et ça va être un peu plus riche. Il y avait alors maintenant je crois que ça s'est pérennisé, mais à Arcueil, il y a un site qui s'appelle, il me semble, Pauline Perplexe, qui à la base est un lieu qui était temporaire, et je pense que ça dure, voilà, que nous on a identifié comme un lieu d'urbanisme transitoire, par exemple. On a aussi des questions, on va dire, d'enjeux sur l'aménagement, puisqu'on a un certain nombre en fait d'occupants de sites qui vont dire, OK, en fait nous, comme on répond à un besoin local, les habitants nous ont dit, voilà, on veut des espaces pour faire ci, pour faire ça. Pourquoi en fait c'est pas légitime de le garder dans le projet futur? Donc en fait il y en a un certain nombre qui vont se dire, moi je veux participer aux discussions avec le promoteur, avec l'aménageur, avec la ville, et éventuellement démontrer que on peut garder une partie de ce qu'on a imaginé dans le projet futur. Après tout ça, je vais donner des exemples, vous allez voir. Et les questions, on va dire, enjeux démocratiques, c'est enjeu d'accès à l'espace, de droit à la ville. On a aussi beaucoup de sites qui ont fait ou qui font de l'hébergement d'urgence pour des personnes réfugiées, pour des femmes seules, pour des personnes à la rue, enfin pour plein de personnes qui en ont besoin. Et on sait aussi que en Île-de-France, et en particulier la zone la plus dense, c'est quand même très compliqué de trouver des places. Donc on a tous ces sujets. Tout à l'heure, on parlait de la recyclerie, effectivement, des grands voisins. Mais il y a un certain nombre d'autres sites qui ont développé des ressourceries, des recycleries, enfin des endroits où on recycle et on revend vraiment pas cher. Donc il y a des questions d'accès aussi à des biens et à des services.
J'ai pas parlé, oui, j'ai oublié de parler de tout ce qui est le petit nuage cultiver produire, hein, qui est aussi à la croisée de plusieurs enjeux, mais il y a plusieurs projets, hein, pas très loin, pas trop loin d'ici, enfin, le potager éphémère de Bagneux, mais aussi à Romainville, près de Montreuil, où on a eu des projets d'agriculture urbaine. À Romainville, par exemple, c'est une personne qui a commencé tout seul à faire des sortes de pousses, en fait, plutôt pour des restaurants, des pousses fraîches, je ne sais plus comment ça s'appelait. Et aujourd'hui, il y a une dizaine de salariés. Donc il y a vraiment aussi un coup de pouce qui est donné à la création d'entreprises et à la création d'emplois. Alors, on peut dire des emplois, c'est presque rien, mais bon, c'est toujours ça sur un territoire quand même. Et quand on multiplie ce genre de projet, eh ben, ça crée de l'emploi aussi. Alors, bon, là, c'est un schéma qui parle des acteurs, hein, juste pour expliquer que pourquoi ça se développe, en fait. Hein, parce que finalement, tout le monde trouve un intérêt à tout ça. Le propriétaire du terrain, en fait, ça va lui permettre de valoriser son site, son territoire. Il peut être un propriétaire privé, comme un propriétaire public. Hein. Dans les projets, on a SNCF, par exemple, hein, qui a pas mal de projets. On a des communes. Après, on a des promoteurs, de temps en temps. On peut avoir qui d'autres même des privés parfois qui sont juste en attente de vendre leur terrain. Bon, c'est un peu plus rare. Donc on a toutes sortes de propriétaires qui pensent que évidemment l'urbanisme transitoire, pour eux, c'est bien pour leur image. Ça montre aussi à la collectivité évidemment qu'ils s'impliquent dans la vie locale. Ils peuvent avoir cette idée de limiter les coûts de gardiennage au final, même si souvent les propriétaires ils vont donner un peu d'argent à l'occupant parce que le site n'est pas toujours en bon état. La collectivité locale, elle, la commune, ce qui l'intéresse, ça va être de dire en fait, moi, je laisse pas un terrain vide, en gros, un terrain vague dans ma commune. Je veux que ça continue à vivre, même si on ne sait pas ce qu'on va faire. Je veux pas que ça soit gelé, parce qu'aujourd'hui, l'espace aussi est précieux et c'est intéressant d'y faire des choses. Alors après, on peut aussi dire que parfois, c'est bien de rien faire, parce qu'on a besoin de lieux pour la biodiversité. Il y a pour la faune et la flore, etc. On n'est pas obligé d'occuper tout le temps, mais disons qu'il y a quand même évidemment des intérêts. Et pour la commune aussi, c'est de dire, si ce site, par exemple, il n'avait pas d'occupation depuis un certain temps, et que la commune veut habituer un petit peu le voisinage à accepter qu'il va y avoir du changement, ça peut être une façon aussi de faire ça de façon progressive. Évidemment, les occupants du site, eux, leur intérêt, c'est d'avoir de l'espace, tout simplement, de développer leurs projets, puis plein d'autres préoccupations que j'ai un peu évoquées précédemment, hein, sur fabriquer la ville ensemble. Alors, je ne vais pas trop peut-être m'attarder là-dessus, parce que pour le coup, il y a plein d'éléments dans un carnet pratique qu'on a produit, et puis ça devient peut-être un petit peu dense, mais juste pour vous dire que si vous voulez monter un projet d'urbanisme transitoire, quelqu'un qui veut monter un projet d'urbanisme transitoire, il y a plein de choses auxquelles il fait penser. C'est-à-dire avec qui on le fait, quelle relation on a avec les différents acteurs de l'occupation transitoire, qu'est-ce qu'on veut y développer. Est-ce que l'idée qu'on a sur faire un lieu culturel ou faire un restaurant ou faire un espace de création, si on veut accueillir du public, par exemple, est-ce qu'on est sûr qu'on va avoir du public? Est-ce que le public qu'on pense viser, on pourra l'avoir? Qu'est-ce qu'on veut expérimenter? Ensuite, il y a la question de la durée. Aujourd'hui, quand on parle d'urbanisme transitoire, les projets ils durent en moyenne 1 an et demi, mais il y a des projets qui peuvent durer 5 ans, d'autres qui peuvent durer un peu moins. Mais plus le projet dure longtemps, plus les occupants peuvent investir en fait sur le projet, parce que sinon ils amortissent pas leur investissement en fait. S'il faut payer par exemple pour que le site soit accessible, faire une rampe, des escaliers, des choses comme ça, un ascenseur, je sais pas, et qu'en fait dès que les travaux sont finis, on doit rendre le site, bon évidemment c'est pas rentable. Donc il y a toute cette question de penser la durée de l'occupation, penser les outils juridiques, penser évidemment le financement, et puis comprendre comment le cycle fonctionne. Est-ce que il y a des endroits où c'est pollué, il faut pas y aller? Est-ce que il faut l'adapter justement pour accueillir du public? Il y a tout ça à quoi il faut réfléchir. Bon, là c'est pour expliquer qu'il y a aussi l'urbanisme transitoire. S'il y en a qui connaissent, souvent c'est taxé de trucs de bobo, un peu qui gentrifient, etc. En fait, on se rend compte ça a été le cas parce qu'au début, les projets qui avaient le plus de visibilité,
c'était des projets effectivement qui étaient très focalisés sur, en gros, tireuse à bière et DJ set, quoi. Et que quand la pinte est à 7 ou 8 euros, évidemment, c'est pas accessible pour tout le monde. Loin de là. Et en fait, il n'y a pas du tout que ça. Parce qu'on peut avoir, voilà, il y a un petit projet, par exemple, à Montreuil, c'est une yourte et un café associatif, mais c'est devenu un lieu majeur de la vie du quartier, c'est à Boissière, sur les Hauts de Montreuil. Et vous voyez dans ce schéma, en fait, que ce qu'on voit, c'est qu'il y a des acteurs très différents. Des acteurs qui sont autour du jardinage, de l'agriculture, d'autres qui sont vraiment autour de la solidarité. Aurore, par exemple, c'est un des plus gros acteurs de l'hébergement d'urgence en France. Et c'est un acteur qui développe beaucoup d'urbanisme transitoire, parce que eux, ils étaient sur les grands voisins. Aujourd'hui, ils sont sur Bercy-Charenton, ils sont sur plein d'autres projets en France. Et c'est vraiment un acteur social. On a aussi des acteurs du réemploi qui vont utiliser des sites transitoires pour, en partie, par exemple, stocker des matériaux de réemploi, de déconstruction, par exemple, de bâtiments, mais aussi apprendre, faire des chantiers où on apprend, où on forme les gens à comment on fait pour déconstruire un immeuble, stocker le matériel, et puis reconstruire, et donc faire du réemploi. Voilà, donc on a aussi ce genre de choses. On a des acteurs qui sont plus dans l'éducation populaire, des acteurs qui sont beaucoup plus dans la culture, la musique, dans l'urbanisme ou l'architecture. Donc c'est très varié, et c'est de plus en plus varié. Alors voilà, on va rentrer dans le vif du sujet. Les exemples de projets, c'est peut-être quand même plus incarné. Voilà, un projet, par exemple, qui n'est pas l'incarnation on va dire, évidente qu'on trouve quand on parle d'urbanisme transitoire, c'est le TAG à Grigny, donc Grigny en Essonne, qui donc est une commune très pauvre, où on a à la fois la Grande Borne, donc habitat social, et puis Grigny 2, qui est un grand site de copropriété dégradée, donc qui, en tous les cas, qui n'est pas du tout gentrifié. Et le TAG, en fait, c'était l'ancien centre technique municipal de la ville. Et comme il a été déplacé, le site était vacant. Et la commune a proposé à une compagnie de théâtre, qui s'appelle la compagnie Amine, de l'occuper. Et donc de s'y installer, puisqu'ils n'avaient pas de théâtre, ils n'avaient pas de lieu. C'était une compagnie, on va dire, nomade. Et dans un site qui, en plus, a l'articulation entre plusieurs quartiers, donc vraiment très bien placé. Donc il y a eu quelques aménagements. Et puis aujourd'hui, donc ça fait 3 ans au moins que le TAG existe. Et la ville ne savait pas en fait ce qu'elle allait faire de ce bâtiment. A priori, c'est toujours pas décidé, mais ce qui est clair aujourd'hui, c'est que le site, l'occupation fonctionne. La compagnie a démontré en fait aussi sa capacité à rassembler tous les habitants autour de ce lieu. Et donc c'est aussi ça l'intérêt de l'urbanisme transitoire, c'est essayer, expérimenter, tenter des choses qu'on n'aurait peut-être pas fait s'il avait fallu construire le bâtiment entièrement selon les normes officielles de qu'est-ce que doit être une salle de théâtre, machin. Donc du coup, c'est comme ça. C'est pour ça que je dis on met un peu un pied dans la porte quand on fait de l'urbanisme transitoire. Et ça demande aussi aux collectivités locales, aux communes, de parfois prendre un peu des risques, lâcher un peu prise sur des choses que d'habitude elles contrôlent de façon très, très serrée. Ici, justement, je parlais de réemploi tout à l'heure. Là, on est à Stein, dans le 93, aussi dans un quartier de rénovation urbaine, le quartier populaire. Donc, ce site s'appelle la Fabrique du Clos. En fait, c'est un site où avant, il y avait un petit bâtiment qui a été démoli. Et aujourd'hui, le site a été transformé. Mais en attendant, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont Bellastock, qui est en fait un collectif plutôt d'architectes qui travaillent beaucoup sur les questions de réemploi, de matériaux, de construction. Il y a à la fois un jardin qui a été construit, qui a été planté plutôt, sur ce site, au milieu donc des habitations, donc un espace vert de plus pour les habitants et les habitantes, mais aussi il y a tout en fait on voit un petit peu en haut à droite, mais pas très bien, un site justement pour apprendre aux personnes qui cherchent à se reconvertir, un nouvel emploi ou qui sont au chômage, apprendre ces nouvelles compétences du recyclage de matériaux, de la déconstruction. Donc là, on est sur des usages, par exemple, qui sont à la fois loisirs, espace vert, jardin, et en même temps emploi, formation, réemploi, environnement. Donc voilà, c'est pas forcément des combinaisons d'usages qu'on trouverait spontanément ou dans la ville. Donc c'est ça qui est intéressant.
Ici, alors c'est plus, on va dire, un peu plus parisien. Donc c'est dans le 18e, c'est près de Porte d'Aubervilliers. Donc on est Rosa Parks par là-bas. On est sur un bâtiment de bureau assez classique qui appartient à la filiale immobilière, à la direction immobilière de la filiale assurance de BNP Paribas. Et qui, le temps en fait de transformer ces bureaux qui étaient un peu obsolètes, puisque il y a quand même des exigences sur les bureaux qui sont assez, qui changent assez souvent, a proposé à une coopérative qui s'appelle Plateau Urbain de faire de la coordination pour sous-louer, on va dire, les espaces à plein de petits collectifs, de gens qui montent leur boîte. Bon, c'est assez jeune en général. Et du coup, là, on est à des tarifs qui sont de l'ordre de probablement 10 à 15 euros du mètre carré, ce qui ne seront pas du tout les prix, évidemment, de bureaux, d'espaces de bureaux dans Paris. Et par ailleurs, c'est pas juste, en général, oui, on sous-loue des bureaux. Il y a des espaces collectifs à chaque étage. Il y a un travail aussi qui est de sélection des occupants, en disant, OK, en fait, on veut pas qu'il y ait que des architectes ou que des graphistes ou je ne sais quoi. Il y a toujours, en fait, très souvent, une sorte de petit jury qui peut inclure le propriétaire, mais qui peut aussi inclure la mairie d'arrondissement ou la commune, et qui dit, voilà, il y a par exemple, trois critères. Il faut qu'il y ait un tiers des occupants qui soient du coin, par exemple, un tiers des occupants qui soient, je sais pas moi, de telle branche, parce que la commune veut un pôle gastronomique ou je ne sais quoi, ou un pôle créatif. Voilà, on peut mettre des règles, et du coup, c'est pas juste les premiers arrivés, les premiers servis. Et par ailleurs, il faut que les gens aient envie de s'impliquer un peu dans les espaces collectifs, dans la vie collective des bâtiments. C'est pas toujours le cas non plus, mais c'est souvent le cas. Et après, il y a des choses atypiques qui peuvent se faire. Par exemple, dans un bâtiment de bureau traditionnel, on va avoir, plus vous êtes haut, plus vous avez de lumière, plus ça va coûter cher. Là, on va dire les espaces premium, par exemple, les plus lumineux ou les mieux placés, ça va être des salles de réunion, des salles collectives. Donc en fait, on est sur des principes aussi, des valeurs, des engagements qui sont un peu différents et qui sont, qui tentent en tous les cas de re-questionner à qui la valeur va. Donc ça, voilà. Juste un petit mot sur Plateau Urbain. Plateau Urbain, c'est une coopérative qui est assez connue dans le milieu de l'urbanisme transitoire, parce que non seulement c'était un des 3 acteurs des Grands Voisins dont je vais parler, qui est un projet majeur, mais c'est un acteur maintenant ils sont une cinquantaine d'employés, et qui se positionne en fait comme intermédiaire entre des propriétaires de bâtiments ou de terrains et des occupants. Donc ils viennent accompagner des propriétaires ou des collectivités aussi, pour élaborer des stratégies, pour élaborer des projets, pour trouver les modèles économiques, parce qu'en fait c'est pas simple parfois de trouver les modèles économiques, notamment pour des sites qui veulent s'ouvrir au public. Mais donc c'est un acteur assez important. Alors justement, les Grands Voisins, c'est à la fois le projet qui incarne le plus de dimensions différentes de l'urbanisme transitoire, et en même temps qui est exceptionnel, parce qu'on est sur 3 hectares 6 dans le 14e, à côté d'Enfer-Rochereau, donc pas loin d'ici en RER, avec donc un ancien hôpital, Saint-Vincent-de-Paul, qui en 2012 est vidé, et très rapidement s'installe juste un foyer d'hébergement un peu au fond du bâtiment. Là, sur le bâtiment, on voit Pinard, là-haut. Du coup, en fait, on a plein de personnes qui sont déjà en difficulté, qui se retrouvent dans un hôpital vide, complètement glauque, où il se passe plus rien. Et alors, ok, elles sont logées, mais bon, c'est quand même pas forcément super sympa. Et là, il y a la maire du 14e, plus une association qui s'appelle Yes We Camp, qui commence à discuter en se disant, mais ce site, en fait, il va être vide combien de temps vous voulez faire un gros écoquartier, un gros projet, ça va prendre des années et des années. Vous n'allez pas le laisser vide comme ça, enfin, c'est pas possible. Et puis, ces pauvres hébergés, là, c'est un peu glauque, quoi. Et donc, ils commencent à discuter avec Aurore, donc qui gère le foyer d'hébergement, avec Plateau Urbain, qui vient de se créer, avec la mairie de Paris, la mairie centrale. À l'époque, le propriétaire, c'est encore les hôpitaux de Paris, la PHP. Avant que ça soit racheté par l'établissement public foncier d'Île-de-France, qui souvent rachète des sites le temps de monter les projets.
Et donc, tout ce petit monde se dit, il y a plein de potentiel, imaginons quelque chose de nouveau, avec à la fois un lieu de convivialité, donc ça va s'appeler la lingerie, c'est le site en jaune, qui finalement va être le lieu des petites conférences, le lieu de la restauration, du bar en fait, et tout ça, et qui permettra par exemple à un certain nombre de personnes hébergées aussi de travailler de temps en temps, donc d'avoir aussi des activités différentes, qui va permettre à des personnes réfugiées qui n'ont pas le droit de travailler de gagner des tickets temps, c'est-à-dire que par exemple, avec les tickets temps, si on travaille 1 heure, on a un ticket, ça vaut quelque chose à la recyclerie, qui est un grand magasin en fait de fripes et puis de plein d'autres objets dans les grands voisins. Donc il y a une sorte de petite économie locale qui se met en place et qui permet aussi à plein de gens de trouver leur place dans un monde, dans une société où elles n'ont pas de place, elles ne trouvent pas leur place. On a, après, comme je disais tout à l'heure, plein d'espaces d'entreprise, de création. On a des petites entreprises qui se créent, par exemple, une qui fait des déménagements à vélo. On a donc cette chocolatière, le boulanger. On a vraiment plein de choses. Puis ça tourne un peu. Donc ça commence à vraiment prendre de l'ampleur en 2015. Donc évidemment, ça s'appelle les grands voisins aussi parce qu'il y a beaucoup d'activités qui se font avec le voisinage, avec les voisins. Donc des gens du coin qui viennent proposer, qui un cours de yoga, qui veut faire un ciné-club, qui veut faire... Voilà, il y a plein d'espaces, donc il y a plein de possibilités. Et puis donc, Yes We Camp, c'est une association à la base de Marseille qui gère justement un peu la programmation, c'est-à-dire comment on fait vivre ensemble tous ces gens, toutes ces activités, sachant qu'évidemment, parfois il y a des frictions, puisque les gens qui habitent sur place, des fois ils n'ont pas envie de voir tout ce monde, donc il faut gérer les espaces. Mais globalement, ce qu'on voit en bas à droite, c'est une sorte de grand tableau de ce qu'on appelle de gouvernance. On voit, il y a un comité sur l'espace, un comité social, un comité de programmation, un conseil des voisins. Donc en fait, tout le monde s'implique aussi dans la vie du lieu pour prendre aussi sa responsabilité sur comment on gère les conflits, comment on trouve des solutions, comment on avance, etc. Ce qui est, pendant ce temps-là, en fait, la ville de Paris sélectionne un architecte urbaniste pour transformer le quartier, parce qu'évidemment, il y a toujours ce projet de créer des logements et de faire un nouveau quartier dans Paris. Cet architecte, donc, c'est une agence qui s'appelle Agnogi Beltrando, choisit en sachant qu'ils sont quand même assez sensibles à la question de l'urbanisme transitoire. Et résultat, un dialogue s'instaure aussi entre tous ces acteurs, la ville, la mairie du 14, etc. Et en fait, ce qu'on voit, et ce qui est très intéressant, on voit un petit peu, ça c'est le projet dessiné, on va dire, qui va être construit, qui est en train d'être construit, c'est que, en fait, l'occupation transitoire, elle montre que, par exemple, certains bâtiments qui devaient être démolis, finalement, sont gardés, parce qu'ils ont fait la preuve qu'ils pouvaient changer d'usage. Le plus impressionnant, c'est peut-être le fait qu'au départ, le projet, il n'y avait que du logement, 100% logement. Il y avait un bureau d'études, commerce, qui avait dit, en fait, ce site, personne ne va y aller, c'est un cul-de-sac, il n'y a aucune commercialité. Sauf que quand il y a eu l'occupation, énormément de gens sont venus, des centaines et des milliers de gens, y compris des touristes internationaux. Et il se passait des choses en rez-de-chaussée. Il se passait beaucoup de choses. Et résultat, dans le projet aujourd'hui, il y a 6000 mètres carrés de ce qu'on appelle des rez-de-chaussée actifs, donc soit des activités, soit du commerce. Donc c'est pas la même chose, une ville où ça bouge, où ça vit en rez-de-chaussée sur l'espace public, qu'une ville où il se passe rien en rez-de-chaussée. S'il se passe rien en rez-de-chaussée, il se passe pas grand-chose globalement. Et donc ça c'est intéressant. Il y a aussi des rues qui devaient pas être piétonnes, qui sont piétonnes. Il y a l'idée d'une signalétique spéciale parce qu'il y en avait une du quartier qui va être gardée. Il y a aussi une foncière. Donc une foncière, ça veut dire que c'est une sorte de structure qui achète, qui fait des prêts sur du très très long terme, donc ça lui coûte pas trop cher, et qui achète les rez-de-chaussée pour les louer à des prix qui sont en dessous du marché, un petit peu. Donc il y a l'idée de garder cette idée d'avoir des espaces abordables dans un quartier. Évidemment, le 14e, c'est quand même très valorisé, donc voilà, c'est pas évident. Donc voilà, tout ça pour... je vous raconte pas tout, mais je vais déjà raconter beaucoup, pour dire que ce projet-là, il est intéressant parce qu'il est assez exemplaire, en fait, de comment on peut, grâce à une occupation transitoire,
tester des choses, démontrer des choses que plein d'autres auraient dit « mais non, c'est impossible, mais non, vous êtes complètement dingue, mais non, ça va pas marcher ». Donc il y a cette dimension qui est quand même très intéressante. Bon, il y a des endroits où ça marche un petit peu moins bien, où c'est plus compliqué. Là, on est à Nanterre, on est sur un site qui s'appelle Les Grous, c'est derrière la Défense, vraiment derrière le Grand Arche, près d'une future grande gare du Grand Paris Express. Et on est dans un quartier où il y a beaucoup d'activités, assez peu d'habitants. Et c'est un secteur en fait qui va être aménagé par l'établissement public Paris La Défense, donc historiquement un acteur d'État, qui est maintenant un acteur beaucoup plus aux mains, mais depuis très récemment des communes, hein, de Nanterre en particulier. Mais du coup, l'établissement public, l'aménageur se dit bon bah moi j'ai ce terrain là, il se passe rien, tiens je vais finir ISP Camp puisqu'ils étaient au Grand Voisin, c'était sympa, ils vont peut-être me faire un truc sympa. Et effectivement, l'idée, c'est de créer un lieu d'animation dans un quartier qui aujourd'hui n'est pas très vivant. Aussi, ce qui est assez amusant, on voit en bas de l'image, là, de commencer à planter des arbres qui vont être ensuite plantés sur les espaces publics du quartier. Donc, de faire un peu une pépinière très locale. Mais là, l'idée, c'était que tous les promoteurs du quartier, donc ceux qui construisent les immeubles, participent un petit peu à cette activation, c'est-à-dire donnent des sous, quoi. Sauf que finalement, l'aménageur a pas trop poussé les promoteurs à payer. Du coup, ISP Camp, ils se sont retrouvés quand même sur un site où il n'y avait pas beaucoup de monde qui venait. Où vous voyez, en fait, c'était un site pas bâti, donc ils ont dû, quand même construire des petits équipements temporaires. Et alors, il se passe des choses et c'est sympa, mais c'est a priori pas à la hauteur de ce qu'ils voulaient, de ce qu'ils pensaient. Donc voilà, il faut quand même quand on est sur des sites un peu plus durs, sur des endroits un peu moins fréquentés, un portage politique, un appui politique et financier un peu plus conséquent. Mais après, c'est un site qui est toujours ouvert, qui existe toujours, vous pouvez aller le voir. Un autre site de Seine-Saint-Denis, c'est la cité fertile à Pantin, alors qui est un peu plus classé sur les sites, on va dire, festifs, événementiels, hein, notamment parce que le porteur du projet Signé-Oco, c'est notamment ceux qui gèrent la machine du Moulin Rouge, pour ceux qui connaissent, celles qui connaissent. Et en fait, c'est un quartier... c'est la gare de RER E de Pantin, entre Aubervilliers, 4 chemins, et puis la mairie de Pantin, quoi. Et donc, c'est un ancien site ferroviaire SNCF, qui était un site de fret, qui était un site, c'est assez marrant, en fait, où historiquement, il y avait... en fait, les convois de vaches qui arrivaient de Bourgogne, je crois, et les vaches, elles descendaient là directement, et ils allaient au Halles, à la Villette, directement avec leurs troupeaux sur la rue. Donc ça devait être assez marrant à voir, mais évidemment, c'est plus le cas. Mais du coup, la SNCF a mis longtemps, par exemple, très longtemps, à réussir à trouver le bon prix avec la mairie pour dire, voilà, je vous le vends, faites votre projet et tout ça. Donc le temps que ces négociations se passent sur un site qui est quand même assez grand, eh bien, la SNCF a dit, moi, je vais trouver un occupant pour qu'il se passe quand même des choses, puisque ça se vide petit à petit. Et donc, en fait, ils ont fait une convention d'occupation avec Signé-Oco sur la halle qu'on voit là-haut, là, puis le bâtiment rouge, où on a à la fois, on va dire, ce qu'on appelle un incubateur de tiers-lieux. Donc, en fait, en gros, c'est pour accompagner et aider des gens qui veulent monter des projets, en vrai, du même type. Et donc, c'est une sorte de site de formation. Donc, moi, j'ai d'ailleurs donné des formations aux gens de SNCF Immo sur l'urbanisme transitoire dans cet endroit-là, donc c'était assez marrant. Mais il y a aussi, un bar, de la restauration. Mais il y a aussi, et ce qui est rigolo, c'est que c'est très circuit court. Il y a même une brasserie à l'intérieur du gros bâtiment rouge, donc la bière est brassée sur place directement et vite servie, et ça a l'air de bien débiter. Sauf que eux, ils ont ouvert 6 mois avant le Covid, l'été avant le Covid, en gros, et que là, ils doivent rendre le site dans 6 mois. Donc c'était pas évident. Mais en tous les cas, ça a créé de l'animation. Ils ont essayé aussi d'être assez ouverts sur le quartier, qu'il se passe des choses, mais avec toutes les contraintes, ça a été un petit peu compliqué. Donc voilà. Mais ça va probablement inspirer justement les aménageurs qui sont en train d'imaginer le projet, là, qui vont sélectionner des architectes urbanistes très récemment. Encore un exemple différent, très différent, ça c'est à Marseille, du coup là, je fais une petite exception, on sort de l'Île-de-France. Et
Et c'est Yes We Camp de nouveau, donc cet asso dont je vous parlais, qui est très axé sur des occupations à la fois sociales et culturelles. Et aussi, c'est des gens qui sont en général très bricoleurs et savent faire beaucoup de choses différentes. Donc c'est un peu des gens qui sont multitâches. Ici, on est sur un terrain, en fait, qui a été... qui est fait de déblais de l'autoroute en fait qui desservait Marseille. Donc c'est un site dont le sol n'était pas trop stabilisé en quelque sorte, qui n'était pas constructible. Et en plus assez pentu. Et donc il y avait un privé qui était propriétaire. Il y avait aussi l'idée peut-être d'agrandir le centre commercial, la Grande Littorale. On est dans les quartiers nord là. Et finalement il s'est rien fait. Mais le propriétaire se dit tiens, je vais en parler à Yes We Camp, on va voir, est-ce que peut-être ils peuvent faire quelque chose. Et c'est quand même un site très vaste, et là pareil, il n'y avait pas beaucoup d'argent, mais ils ont réussi à trouver des subventions par-ci, par-là. Et finalement à développer pas mal d'activités pour les gens autour, qui jusque-là n'avaient que le centre commercial quasiment comme espace de loisirs, donc un espace fermé aussi. Et donc, on dit voilà, toi, t'es l'asso, t'as envie de quoi, toi, tu veux faire quoi. Les gens sont venus proposer. Donc, là, une petite buvette, là, un petit ring de boxe, là, même des ânes, des chevaux, enfin, évidemment de la pétanque. Et aussi juste des balades. Donc, le site a été petit à petit un peu aménagé. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que le propriétaire veut vendre. En tout cas, il souhaite pas rester propriétaire parce qu'il doit se dire j'ai pas vraiment vocation à être propriétaire d'un parc, puis il y a des questions de risque ou d'assurance ou je ne sais quoi. Donc en fait là par exemple, Yes We Camp et toutes les associations qu'ils ont réussi à fédérer autour sont en train de discuter avec la mairie pour que la mairie rachète le site et le transforme en vrai parc public. Donc c'est quand même intéressant parce que là pareil, on a en gros une sorte de volonté citoyenne aidée par un peu des professionnels, mais qui fait la démonstration que oui, on peut faire un parc, que oui, il y en a besoin, et que oui, c'est important. Et alors, c'est pas la ville n'a pas encore acheté, mais a priori, c'est en bonne voie. Dans un quartier qui a très peu d'espace vert. Donc on est moi pour ça j'aime bien dire le pied dans la porte parce que vraiment c'est ça. C'est-à-dire c'est l'inattendu mais c'est nécessaire. Voilà. Un autre exemple, là aussi, en fait, on est encore hors de l'Île-de-France, mais à Rennes, ici, c'est quelque chose d'un petit peu différent qui se passe. L'hôtel Pasteur, c'était une ancienne faculté de dentaire en plein centre de Rennes, qui était vide, parce qu'en fait, comme dans beaucoup de villes, l'université était partie plutôt en périphérie. Et c'est le maire qui en fait, à un moment, se dit, mais j'ai ce gros site là, en plein dans la ville, mais je sais pas quoi en faire. Alors c'est l'inverse, là, c'est la ville qui sait pas quoi faire. Et en fait, il contacte un architecte qui s'appelle Patrick Bouchin, qui est assez connu pour trouver des façons un peu alternatives de faire des projets. Et Sophie Ricard, qui elle avait travaillé à Boulogne-sur-Mer en fait. Et elle avait travaillé d'une façon assez originale, c'est-à-dire qu'elle devait, en fait, le projet c'était à la base, la ville de Boulogne-sur-Mer voulait détruire une vingtaine de petites maisons de logements sociaux parce qu'ils étaient un petit peu pas très bien isolés et tout ça. Et en fait, elle a dit non, vous me donnez le même budget que la démolition, et moi je vous retape tout. Et en fait, ce qu'elle a fait, c'est elle a loué une maison elle-même, elle s'est installée au milieu du quartier, et elle allait voir chaque famille en se demandant aussi eux ce qu'ils pouvaient faire, comment ils voulaient rénover leur maison, quelles compétences ils avaient et tout ça. Et au final, au lieu de démolir, qui d'abord c'est un coût environnemental et puis c'est traumatisant aussi pour les habitants, elle a réussi comme ça à tout rénover. Alors c'est un engagement personnel assez fort, mais bon, ça c'est ce qu'on appelle les permanences architecturales. C'est aussi une façon de faire la ville que défendent un certain nombre d'architectes, c'est de dire en fait, il faut qu'on arrête d'arriver comme les personnes qui savent, là, de loin, qui font leurs plans, qui débarquent, qui repartent. Il faut qu'on soit plus en lien avec les besoins des habitants. Alors, le Pasteur, c'est un tout petit peu différent, mais c'est quand même l'idée on ne sait pas ce qu'on veut faire de ce site, en fait, on va rester dedans,
on va proposer les espaces, on va voir de quoi les gens ont besoin. Donc, en fait, ils ont commencé par faire des sortes de grandes conférences, un peu comme ici, mais avec un peu plus de monde, en disant, c'est quoi s'alimenter demain, c'est quoi bouger demain, c'est quoi se soigner demain. C'était avant le Covid. Et par exemple, il y a un psychiatre qui est arrivé de l'hôpital à côté qui a dit, moi, par exemple, j'ai besoin d'espace pour faire des consultations en dehors de l'hôpital, parce que pour mes patients, en fait, ça leur fait du bien de sortir avant de revenir. Et du coup, il a eu un espace pour ça. Il y en a d'autres qui ont dit, nous, on veut faire du tennis. Donc, ils ont inventé une sorte de mini-tennis dans un ancien labo. Bon, il y a eu plein de choses comme ça, diverses et variées. Et c'est pour ça que l'hôtel Pasteur, ils appellent ça l'hôtel à projet. Mais c'est aussi des projets, c'est pas figé, c'est-à-dire ça bouge dans le temps. Et au fur et à mesure, il y a aussi d'autres besoins qui ont émergé. Au final, aujourd'hui, il y a une crèche au rez-de-chaussée, qui est du coup un équipement public. Voilà. Mais il y a toujours l'hôtel à projet. Et c'est cette idée, en fait, d'une programmation ouverte. C'est-à-dire, on va pas figer les choses, ça peut changer dans le temps. Mais du coup, ça demande de passer du temps, qu'il y ait des gens qui soient là pour écouter. C'est une autre façon, en fait, de faire un équipement public. Et c'est aussi une façon qui semble enrichissante pour plein d'acteurs de la ville. Même si, évidemment, c'est plus compliqué pour les collectivités, c'est pas les mêmes méthodes et ça prend un peu plus de temps. Donc voilà, ça c'est l'exemple de l'hôtel Pasteur que moi je trouve très intéressant. Et Sophie Ricard, donc, il a vraiment monté ce projet, et maintenant elle est partie ailleurs, mais elle disait ce qui était marrant, et ce qui était un peu une preuve aussi du succès, c'est que il y avait une seule clé pour ouvrir l'hôtel Pasteur, et elle n'a jamais été perdue. Donc ça veut quand même dire que les gens étaient assez organisés et aussi que tout le monde choyait un peu ce lieu, quoi. Et ça je trouve ça assez beau. Voilà. Je parlais de permanence architecturale, c'est juste une sorte de petit tract, parce que il y a, comme je disais, c'est aussi une sorte de positionnement d'un certain nombre de personnes, du métier, qui veulent faire advenir le programme par le fait de vivre le projet, que le chantier soit un lieu de vie. Il y a aussi cette idée que les chantiers, souvent, on voit rien, c'est complètement fermé, on ne sait pas comment ça se passe, tout est un petit peu éloigné, en fait, des gens qui vivent, qui habitent. Donc voilà, c'est un positionnement intéressant. Et juste cette diapo, à la suite de tout ça, en fait, il y a un programme porté par le ministère de la Culture et le ministère j'oublie toujours le nom parce qu'il change tout le temps, mais de l'aménagement du territoire, on va dire, qui ont lancé ce programme qui s'appelle la preuve par 7. Pourquoi 7 ? Parce que c'est 7 types de territoires différents, qui vont de la commune de banlieue, la métropole régionale, la ville, le bâtiment public, le bourg un peu rural, donc plein d'échelles différentes, de types de sites différents, pour faire justement ces permanences architecturales et faire bouger les sites, les transformer de façon différente. Là, ce qu'on voit à droite, c'est la halle Grésillon à Gennevilliers, donc ça c'est un site du 92. Et donc voilà, en fait, le programme, il a duré 3 ans, il est renouvelé là pour 3 ans en ce moment. Et donc, ça change aussi, par exemple, je sais que il y a un projet à Mayotte, par exemple, qui s'appelle Chiconi. Et en fait, moi, on m'avait un peu raconté ce projet, mais par exemple, c'était la collectivité, la commune qui était très déphasée parce que tout d'un coup, tout le monde voulait faire les choses tout de suite, directement, en bricolant soi-même, alors que normalement, il faut passer par des marchés, ça va prendre 6 mois, etc. Et donc, il y a aussi un peu ce truc de l'action rapide. Mais ça ne veut pas dire un bricolé nécessairement, mais je veux dire qui change aussi les temporalités, les façons de faire au niveau des services techniques, des collectivités, des villes et tout ça. Donc ça bouge beaucoup de choses. Il y en a que ça dérange et puis il y en a qui sont contents. Mais juste pour vous dire que c'est aussi des façons de faire qui sont en partie reconnues par une partie de l'État, on va dire, et des professionnels du milieu. C'est pas juste quelque chose de totalement alternatif. Alors, je vais comment dire, il y a encore plusieurs diapos, mais je vais peut-être pas parler trop longtemps pour que vous puissiez aussi poser des questions. Mais
en tous les cas, moi, ce que je trouve intéressant dans l'urbanisme transitoire, c'est cette idée plutôt que faire des études de marché hors sol dans un bureau en disant, dans tel territoire, ils gagnent tant les gens, donc en fait, ils peuvent se payer tel type de logement, et puis ils vont travailler à tel endroit et leur bureau, ça peut coûter tant, en gros. Ce qui est une étude de marché de base, c'est plutôt de se dire, ok, sur le terrain, de quoi les gens ont besoin, qu'est-ce qu'ils veulent, quel asso n'a pas de salle, quel collectif d'artistes a besoin d'espace, et comment on peut orchestrer tout ça et faire en sorte qu'il y ait de la place pour un maximum de gens, et surtout, dans un territoire comme les nôtres ici, en Île-de-France, qui sont chers, comment donner un accès à la ville à un maximum de gens. Et puis c'est aussi tirer un fil continu entre plusieurs vies du lieu. C'est-à-dire plutôt qu'avoir des moments où tout s'arrête, c'est pouvoir toujours faire vivre ces lieux de façon différente, parce qu'au bénéfice de tout le monde. Après, ce que moi je trouve intéressant, parce que je suis de formation urbaniste quand même, c'est qu'on puisse expérimenter pour savoir ce qu'on y fait plus tard, ce qu'on va garder plus tard. Ce qui est certain, c'est que sur certains territoires, il peut y avoir une contradiction entre l'intérêt, on va dire, du grand territoire, qui va dire, moi, il faut que je construise 3000 logements par an, et dont 20%, 25% de logement social, parce que je suis en croissance démographique, et voilà. Et sur le site, il y a des gens, ils vont être là, non, en fait, nous, on veut pas de logement, parce qu'on a développé un lieu culturel, c'est génial. Ça peut arriver, alors ça arrive pas si souvent, mais c'est arrivé à Bordeaux, sur un lieu qui s'appelait Darwin. Et donc, en fait, c'est à la collectivité, publique, aux élus, aux politiques, de trancher ça, mais il y a des façons de mêler, en fait, ce qui a pu se passer sur un site et ce dont le grand territoire, on va dire, a besoin. Et ça, il faut pas le négliger non plus. Il y a un intérêt aussi à l'urbanisme transitoire, c'est qu'on est souvent, on fait avec les ressources locales, c'est-à-dire le bâtiment, par exemple, ou le site, parce qu'on va l'expérimenter, on va trouver tous ses atouts, tous ses intérêts, on va un petit peu, vraiment l'explorer. Et c'est comme plutôt que d'avoir un architecte ou des ingénieurs qui disent j'ai fait mon diagnostic, non, cette structure c'est pas bien, ça c'est pas bien, ça c'est pas fait pour ça, parce que la hauteur de plafond c'est pas bien pour les bureaux, je sais pas quoi. En fait, on va peut-être sortir un petit peu des trucs hyper normés et montrer qu'en fait, oui, on n'est pas obligé de démolir ce qui aura un impact carbone très fort, etc. On peut en partie s'adapter. C'est pas toujours le cas, mais ça peut être le cas. Comme on reste longtemps sur le site, on connaît aussi les réseaux associatifs, les lieux où on peut justement faire du réemploi, et on peut renforcer tous ces réseaux, les ressources locales, qu'elles soient, on va dire, matérielles ou humaines, en quelque sorte. Ça, c'est intéressant. Et puis, de façon un peu plus poétique, on va dire, c'est aussi des lieux qui sont inattendus dans la ville. Il y a plein de gens, en arrivant en Gros Voisin, en arrivant dans d'autres lieux, pardon, ils sont hyper surpris, en fait. C'est waouh, mais attends, qu'est-ce qui se passe ici? J'ai jamais vu des endroits comme ça. Il y a quelque chose qui est autorisant, pas standardisé. On n'est pas sur la ville franchise. C'est pas une franchise. Hein. Et ça, c'est quand même aussi intéressant. Ça, c'est des sites avec un peu plus d'âme. Voilà. Alors rapidement, parce que là il y a beaucoup de textes, mais c'est juste pour dire que tous ces acteurs-là, le problème qu'ils ont, c'est l'argent. C'est que beaucoup d'entre eux fonctionnent sur l'engagement personnel. Alors la plupart sont mal payés. Il y a beaucoup de stagiaires, il y a beaucoup de services civiques et tout ça, parce que en fait les bilans, les montages économiques des promoteurs, des aménageurs, les intègrent pas encore. Donc ils se sont dit, ok, donc nous on fait pas assez de valeur économique, donc comment on va pouvoir prouver notre valeur? Donc en fait ils et elles ont imaginé à la fois, ils ont travaillé sur, qu'est-ce que ça apporte au niveau individuel. Par exemple, la question de la santé. Les Grands Voisins, toutes les personnes qui étaient, par exemple, en hébergement d'urgence, grâce au fait que le site est devenu très vivant, et qu'il y en a aussi plein qui ont trouvé une place un peu différente, des contacts sociaux, etc., la convivialité, les gens d'Aurore se sont rendus compte que le taux de prise de médicaments avait baissé. Donc voilà, il y a des indicateurs, on va dire comme ça, auxquels on ne pense pas, mais pour dire, il y a des effets individuels, il y a des effets collectifs de réseau, il y a des effets territoriaux de mise en valeur du territoire, et des effets sur le projet urbain que tous ces acteurs essayent de objectiver, montrer, raconter, pour montrer comment tous ces projets sont importants.
les grands voisins, il y a eu un rapport qui s'appelait La fabrique de biens communs, qui est très intéressant à lire, où justement, il y a aussi des chiffres de fréquentation, voilà. Et tout ça a donné aussi la création d'un outil qui s'appelle Commune Mesure, qui est depuis très peu de temps là disponible sur Internet. Et quand on est porteur de projet, on peut y aller, remplir un questionnaire et réussir à donner une image de son lieu en chiffres, un petit peu avec une sorte de ce qu'on appelle data visualisation, donc une sorte de visualisation de données, qui permet aussi assez simplement d'aller voir à un moment la maire, l'élu, pour dire voilà, moi j'ai organisé tant d'événements, il y a tant de gens qui sont venus, ça crée tant d'emplois directs et indirects, trouver les façons de convaincre en fait. Alors évidemment, il y a quelques limites. Tout ça n'est pas rose uniquement. Une des limites, c'est se dire, ok, qu'est-ce que ça représente l'urbanisme transitoire à l'échelle du marché immobilier entier ? C'est sûr que c'est pas beaucoup. C'est pas forcément beaucoup de mètres carrés, mais en même temps, aujourd'hui, il y a eu, depuis 2012, il y a eu, je pense au moins 150 à 200 projets de tailles différentes, mais qui sont développés en Île-de-France. Et après, parfois, on va dire que c'est quand même le rayonnement et l'entraînement local que le projet fait sur le territoire qui compte. Mais ce qui est certain, c'est que ce sont les propriétaires qui sont toujours les plus forts, en quelque sorte, dans le rapport de pouvoir avec des porteurs de projets. Donc, il faut des propriétaires, qui soient aussi convaincus. Aujourd'hui, il y a un lieu nouveau, par exemple, qui s'est ouvert à Bagnolet, qui s'appelle le Sample, presque au pied des tours mercuriales, qu'on voit depuis le périphérique. Et le propriétaire, c'est un promoteur qui s'appelle Sopic. Et le lieu, c'est une ancienne fabrique de briques et ensuite de machines qui faisaient du son, de la musique. Première machine de musique électronique, en quelque sorte, qui a fermé il y a quelques années. Et le site, c'était quand même un peu compliqué pour l'accès au public. Et aussi, il y avait quelques problèmes d'infiltration. Le promoteur, il a quand même donné 170 000 € aux porteurs du projet. Donc il y en a qui sont quand même dans cette démarche, mais voilà, il faut trouver des leviers de négociation. Parfois, ce qui est aussi un petit peu qui peut être décevant, c'est que il n'y a pas forcément de marge d'action sur le projet futur. Il y a certains sites où en fait ça s'arrête et il se passe rien, et puis on a juste la mémoire de ce qui s'est passé, et c'est déjà bien, on peut dire dans un sens, mais en fait le promoteur fait son immeuble de logement et puis voilà, et puis ça s'arrête. Troisième sujet, comme je disais, aujourd'hui on est sur des équilibres économiques très fragiles, et il y en a beaucoup qui s'emploient aussi à essayer de convaincre. Par exemple, dans le cadre d'un grand projet d'ensemble, si l'aménageur dit là je veux faire de l'urbanisme transitoire, peut-être lui dire ok, donc toi sur ta ligne de budget communication ou une autre, donne-nous un peu des sous, parce que quand même là ça va être compliqué. Et le risque dans tout ça, c'est que effectivement, on peut avoir des acteurs de l'urbanisme transitoire de plus en plus professionnels qui prendraient de moins en moins de risques en se disant j'accepte que les projets, ou je prends que les projets les plus sûrs en quelque sorte, et du coup toute cette question de la surprise, de l'imprévu, finalement ça disparaît un peu, et puis on arrive sur des occupations standardisées. On n'y est pas encore, heureusement, mais c'est un risque. Le deuxième gros sujet, c'est qui revient souvent, c'est est-ce qu'on n'est pas en train d'exclure les classes populaires des quartiers où on a ce genre d'occupation. Moi, c'est plus vraiment exactement une question que je me pose aujourd'hui, parce que en vrai, la question elle est au-delà. La question, c'est plutôt le fait qu'il n'y ait pas assez de logements sociaux en Île-de-France, et que du coup, le marché immobilier exclut les gens de fait. L'urbanisme transitoire arrive après tout ça. Alors oui, on pourrait dire que les occupants viennent changer l'image des lieux, et que ça peut accélérer éventuellement la commercialisation des logements, par exemple. Ou alors on a cette problématique, comme je disais tout à l'heure, la pinte à 7 ou 8 €, c'était un site à Paris, vers la porte des Poissonniers, où on était à proximité d'un quartier populaire, où les gens n'avaient pas du tout les moyens. Donc là, il y a un sentiment d'exclusion. Mais alors c'est sûr, là c'est problématique. Mais je veux dire, au niveau vraiment exclusion sur le long terme et transformation des quartiers, c'est une dynamique qui est bien au-delà, à mon sens. Du coup, ça c'est la dernière diapo, pour de vrai. Ça c'est plutôt l'ouverture, c'est-à-dire comment on fait alors pour continuer à avancer avec tous les apports intéressants de l'urbanisme transitoire.
Ce qui est sûr, c'est qu'il faut continuer à mobiliser les pouvoirs publics en général, moi à mon sens, pour trouver des sites, soutenir des porteurs de projets, mais sans faire de l'ingérence, c'est-à-dire en les laissant libres aussi d'imaginer des combinaisons d'usages, d'activités étonnantes. Ensuite, il faut former une plus grande diversité de porteurs de projets, de personnes à toutes ces façons de faire des lieux, créer des lieux, inventer des lieux. Il y a un diplôme universitaire qui a été créé justement par notamment Yaspi Camp et quelques autres, et OnCoach, qui en fait forme à création de lieux, gestion de lieux, mais ils font très attention à la recrutement en quelque sorte du DU, parce qu'il y a un tiers d'aménageurs promoteurs, un tiers de collectivités locales et un tiers de associations, porteurs de projets potentiels vraiment occupants de lieux. Donc il y a aussi diffusion, on va dire, et formation sur toutes ces questions-là. Bon, troisième sujet, je reviens encore, c'est la question des moyens financiers. Il faut s'améliorer. Moi, je pense qu'il faut aussi envisager le plus souvent possible, dès qu'on sent qu'il y a un projet qui se dessine, mais qu'il y a un site est vacant, si c'est intéressant, des occupations transitoires. Et puis vraiment faire attention à ne pas parachuter des projets déjà tout ficelés, mais à les construire vraiment au maximum avec les gens autour. Et ben voilà, c'est terminé. Donc si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Bonsoir. Moi j'avais une question par rapport à des sites qui sont éventuellement qui n'ont pas été négociés avec un promoteur et qui sont squattés et qui éventuellement après justement sont légitimés et continuent à exister. Par exemple, il y a un immeuble rue de Rivoli à Paris avec des artistes. Je crois que c'est un squat à la base. Mais ça fait des années qu'ils sont dedans. Est-ce que c'est devenu du transitoire? Est-ce que ça va rester? Et ma deuxième question, il faut que je m'en rappelle, c'était, oui, est-ce qu'il est possible d'avoir une friche, un site? Vous parlez des grands voisins, j'y suis allé, c'était formidable. Mais vous imaginez l'amertume, le désespoir des gens quand ça s'arrête dans le quartier? Oui. Est-ce qu'il est possible d'avoir une friche et d'avoir des grands voisins et que ce ne soit pas transitoire, que ce soit... Ça reste un petit village avec une ressourcerie, avec des gens logés d'urgence, avec tout ce qui existait en grand voisin, mais que ce soit pas transitoire, ça reste. C'est en concertation avec la mairie, on a acheté le terrain, ça reste. Alors sur votre première question, alors rue de Rivoli, effectivement c'était un squat, mais ça fait longtemps que ça a été racheté par la ville de Paris, c'est devenu officiellement les culturels, un peu comme les frigos. Il y a plein de gens qui parlent des frigos. Comme un exemple, en fait, l'urbanisme transitoire, en quelque sorte, c'est pas complètement nouveau. Il y avait même, par exemple, la cartoucherie, Bois de Vincennes. C'était à la base, il y avait un énorme projet une sorte de, comment ça s'appelle, océan, enfin non, ici les Moulineaux, avec les grosses piscines, les trucs tropicales, je sais pas quoi là. Et en fait, il y a une opposition locale et il y a le Cirque du Soleil qui s'est installé d'abord de façon non légale dans la cartoucherie, et finalement, ça a été légalisé. Donc, effectivement, il y a aussi mais ça, c'est beaucoup plus l'histoire ce qu'on a appelé les friches culturelles dans les années 80-90, qui, je pense, répondaient à une transformation aussi très forte du milieu culturel et des besoins d'espace qui changeaient. Et il y a le confort moderne à Poitiers, il y en a plein d'autres. Bon, là, j'ai plus les noms en tête, mais il y en a pas mal. Et effectivement, c'était pas des conventions légales, c'était d'abord des squats, et ensuite ils ont fait aussi leurs preuves. Et voilà, je pense que c'était une époque où propriétaires, c'était un peu plus détendu sur les squats, et aussi c'est que la tension sur l'immobilier était un peu moins forte qu'aujourd'hui. Donc il y avait aussi un peu plus de liberté. Sur votre deuxième question. Oui, je pense qu'il y a eu des déceptions. Alors, déjà, il y a une chose à dire, c'est que comme il y a des sites qui s'ouvrent régulièrement, tous les gens qui étaient hébergés pour leurs activités économiques ont été notamment aidés par Plateau Urbain pour retrouver des locaux, soit dans du transitoire, soit dans du pérenne. C'est-à-dire en leur disant, vous pouvez chercher là, avec ce petit chiffre d'affaires, vous pouvez aller voir, je sais pas, la CMAS, par exemple, qui est une SEM de la ville de Paris, qui a des locaux d'activité pas trop chers et tout. Donc il y a eu un accompagnement. Après, alors ce qui est quand même intéressant, c'est qu'ils ont fait Les Grands Voisins saison 2, de 2017 à 2020, où il y avait la moitié du site en travaux. Donc ils ont quand même poussé le truc au maximum pour que ça continue à vivre. Donc ils ont reconfiguré toute une partie. Ça, et du coup, par exemple, alors qu'au début, on rentrait, il me semble, juste par ici, là, hop, la deuxième saison, on rentrait tout en haut par la cour.
et toute la partie sud, là, elle était en travaux. Donc il y a quand même eu un effort. Voilà. Ensuite, c'est sûr qu'à un moment, donc, on va dire deux choses l'une, quoi. Soit il n'y a pas du tout de travaux et ou que des travaux de rénovation, on va dire. Le site reste tel quel. Et effectivement, l'occupation reste. Soit s'il y a des travaux, voilà, c'est sûr que tout peut pas rester. Mais bon, tout ça, ça fait clairement écho au modèle économique de l'aménagement, c'est-à-dire que la PHP a vendu son site à un certain prix. L'aménageur derrière, il doit vendre ses lots au promoteur. Ok, il y a des subventions pour faire des équipements et du logement social, mais le système fait qu'il est quand même coincé par en tous les cas, qu'il y a des prix de sortie possibles et que, vu le prix du foncier qui a dû être payé, je ne sais pas combien, mais des millions et des millions évidemment, à un moment, il faut rembourser cet investissement. Donc là, on se heurte à une problématique globale en Ile-de-France et en France, qui est que le prix du foncier dans les grandes métropoles a explosé et que du coup, faire des projets qu'en fait, il faut qu'il y ait des bénéfices pour équilibrer les opérations. Oui, bonsoir. J'ai une question justement dans des sites comme nous sommes entourés en banlieue, puisque on est bien conscient que les espaces libérables, ce sont des anciens sites industriels. Est-ce que des projets comme ça, je crois que c'est le kilowatt à Vitry, oui. ou sur des anciens sites industriels, est-ce qu'on peut être confronté à des problèmes de pollution? C'est-à-dire, d'accord, vous prenez l'espace, on sait que les projets tardent souvent pour des questions de dépollution. Donc, comment on peut gérer l'installation de projets agréables dans des sites qui sont assez moches et peut-être dangereux? Oui, c'est une vraie question, effectivement. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'un propriétaire qui va vouloir faire une occupation temporaire a intérêt à bien connaître son site. Ce n'est pas toujours le cas. À connaître à la fois le bâti, qui peut avoir des défauts structurels, etc., mais aussi les sols, effectivement, extérieurs, qui ont des historiques de pollution parfois. Donc, alors moi, j'ai pas eu d'exemple ou d'écho de sites qui seraient vraiment installés, qui auraient fait des activités inappropriées sur des sites très pollués, ou alors, je pense que de façon très courte, mais même le seul site où je pense qu'il y a peut-être eu, c'était peut-être un peu limite, c'était le Wonder à Saint-Ouen. C'était sur une ancienne usine de pile, Wonder, donc j'imagine. Mais le site était très très dégradé, l'occupation était très très courte. C'est vrai qu'en voyant le site, je me suis dit oulala, c'est un peu limite. Mais ça n'a pas duré longtemps. Après, effectivement, on peut imaginer des occupations. Si c'est par exemple comme souvent un site où il y a du bâti et du non bâti, peut-être que c'est faire des projets que sur le bâti et pas à l'intérieur et pas sur l'extérieur. Mais c'est certain que c'est une grosse contrainte. Vous avez raison. La plupart des friches, beaucoup de friches sont des friches quand elles durent longtemps, parce qu'on ne trouve pas de bilan économique, parce que c'est trop cher de payer la dépollution. Donc oui, ça met tout de suite des contraintes. Après, en France, sur le code de l'urbanisme, en gros, les obligations de dépollution ne sont pas les mêmes selon les activités qu'on y fait. Donc évidemment, sur un site pollué, on met pas un bac à sable pour les enfants. Mais si par exemple, alors je connais pas tout le détail des règles, mais peut-être que pour des événements très ponctuels, ça fonctionne. Voilà. Là, j'avoue, je suis pas complètement spécialiste, mais c'est sûr qu'en tous les cas, il faut faire très attention parce que c'est quand même un danger pour la santé des gens et en particulier des enfants qui peuvent tout manger, quoi. Peut-être juste, pour compléter ma réponse à la question d'avant, je voulais juste citer un site, j'ai oublié d'en parler, qui est très intéressant, c'est le 6B à Saint-Denis, qui est en fait, dans le 93, un site en bord de Seine, juste en face de l'île Saint-Denis, parce que c'est un site qui s'est pérennisé, en fait, complètement. En gros, c'était dans un quartier de construction de logements, beaucoup de logements sociaux, qui s'appelle Noé-Cité, tout près de la gare de Saint-Denis. Et normalement, il restait un bâtiment de bureau d'Alstom, de 10 000 m², qui devait être détruit. Et en fait,
attendez, on est en 2021. En 2013 ou 12, il me semble, il y a donc un collectif d'architectes et d'artistes qui va voir le promoteur en lui disant, bah en fait, le temps que vous détruisez, nous on aimerait bien s'installer, en gros plutôt pour des ateliers d'artistes, mais aussi un peu création et tout ça. Ils commencent à faire ça, et puis finalement ils aménagent un peu l'extérieur. L'extérieur, c'est au bord du canal. Bon, il y a comme une grille, mais il y a comme le canal. Ils font un peu des fêtes, ils font un peu de restauration, et puis finalement il y a quand même des centaines de résidents. Ils commencent à faire des ateliers avec les enfants du quartier, etc. Et en fait, bon, au fur et à mesure, ils ont pris une place. Le 6B a pris une place culturelle importante dans la ville, et à tel point que bon, du coup. Là, il est plutôt question de le démolir. Et l'idée, c'est plutôt de faire une sorte de copropriété avec l'agglomération Plaine Commune, la ville de Saint-Denis, peut-être la Caisse des dépôts et consignations. Voilà, ils sont en train de trouver une façon d'acheter, de pérenniser, parce qu'il y a quand même 10 millions de travaux à faire. Par ailleurs, il y a souvent des sites sur lesquels il n'y a quand même pas de travaux pendant longtemps. Mais voilà, c'est un exemple intéressant. Ils font des portes ouvertes chaque année. C'est intéressant de visiter, d'aller voir. Juste en passant, vous avez parlé de Darwin tout à l'heure à Bordeaux, comme j'y suis passé il y a quelques années. Vous savez où ça en est ou... Alors moi, je crois que c'était un peu tendu avec la mairie, j'ai cru comprendre. Ouais. Alors en fait, Darwin, juste pour expliquer peut-être aux autres personnes, c'était une ancienne, ça s'appelait la caserne Niel, c'était une ancienne caserne militaire sur la rive droite de Bordeaux, donc la rive historiquement moins développée, et qui depuis, on va dire, les années 2000, est en grande transformation. Et en fait, donc il y a une entreprise privée qui a acheté en fait la moitié du site en question, a installé son siège, une biocoop, un bar, etc. Mais comme l'autre partie du site était en attente de construction, en gros, c'est un peu étendu et a permis aussi qu'il y ait un lieu de conférence ouvert à plein d'assos, etc. Un skatepark, un peu de potager, quelques chèvres, voilà, des choses comme ça. Donc un site, c'est un peu atypique, hein. Et puis Bordeaux Métropole arrive à un moment, il dit bon bah voilà, maintenant je vais construire mes logements. Et bah moi chez la Métropole de Bordeaux, je suis en pleine croissance, faut que j'y aille quoi. Et là l'entreprise privée donc qui gère Darwin dit bah non, vous vous rendez pas compte, on a créé un site, il y a toute une synergie, c'est génial, etc. Et effectivement, là, ça a été très tendu parce que là, typiquement, on avait un intérêt local et un intérêt métropolitain qui se heurtaient, quoi. C'était, ok, oui, dans l'idéal, il faudrait tout garder et tout faire, mais le foncier étant ce qu'il est, hein, et ben bon. Donc moi, à ma connaissance, de toute façon, la ville allait construire le logement, donc je pense qu'à mon avis, les travaux sont en cours, mais je n'ai pas été voir depuis 2 ans, j'avoue. La grande majorité des sites industriels, ils restent tels quels. C'est des exceptions, les grands voisins, etc. Tout ce que vous nous avez montré sur tous les sites, les friches qui existent en France, c'est une poignée de projets. Les Camp, etc. Toutes ces associations. Ah oui, alors après, c'est ce que je disais. Ouais. Il y a plein de friches qui restent des friches. Alors, pour plusieurs raisons, il y a des friches qui restent des friches. Il y a parfois des propriétaires qui ont absolument aucun intérêt. Enfin, ça les intéresse pas, en gros, de toute façon, d'organiser tout ça, quoi, d'avoir ça un peu à gérer. Alors, en ville, on va dire, dans les zones denses, c'est plus facile de faire des projets parce qu'il y a du monde, il y a de la densité. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de projet de ce type-là dans le rural. Parce qu'il peut y avoir des associations aussi qui sont hyper actives et qui rayonnent de façon plus large sur le territoire. Simplement, c'est vrai que, par exemple, quand on a un modèle économique où on a besoin de gagner un peu d'argent en vendant à boire et à manger, plus c'est dense, plus c'est facile. Après, voilà, il y a aussi des porteurs de projets qui sont subventionnés par le public et qui peuvent fonctionner comme ça. Mais c'est vrai que d'une part, donc des propriétaires, certains sont pas intéressés par mettre leur friche à disposition le temps qu'il se passe quelque chose. Il y en a, ils attendent juste que ça prenne de la valeur et point barre. Après, il y a aussi plein de gens qui connaissent pas cette possibilité. Il y a plein de gens qui peuvent se dire où est-ce que je vais trouver le bon acteur. C'est pour ça, nous, on avait fait ce qu'on a appelé un carnet pratique à l'Institut pour que les collectivités ou des porteurs de projets qui veulent se lancer puissent avoir des infos, y compris sur qui sont les acteurs, quel asso vous pouvez contacter, qui est un peu, par exemple, d'échelle régionale, qui pourrait vous aider. Voilà. Donc il y a ça, quoi. Il y a être accompagné, avoir envie, et après avoir un site qui s'y prête un petit peu, où il n'y a pas de problème de voisinage, parce qu'il y a aussi ça. Hein. Des fois, dans les quartiers très résidentiels, personne ne veut que ça bouge. Hein.